Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans Vox Hebdo, votre magazine qui fait le décryptage de l'actualité sur Vox TV. Dans notre première partie, nous parlerons du rejet de la révision de la Constitution au Sénégal, la ruée des jeunes aux jeux de hasard. La deuxième partie, nous aborderons la deuxième quinzaine gouvernementale. Sur ce plateau, avec moi, Alphonse Ndongo, journaliste indépendant chargé des questions économiques. En face de Alphonse Ndongo, nous avons Marna Mankene, directrice de l'information à Vox TV. Et à côté de Alphonse Ndongo, nous avons Albert Mianzuguta, directeur des publications de la Semaine africaine. Bonjour madame. Bonjour messieurs. Bonjour. Bienvenue dans ce plateau de Vox TV. Le 2 septembre, l'Assemblée nationale sénégalaise a rejeté 83 voix contre et 80 voix pour le projet de révision de constitution présenté par le président Diomaye Faye avec son gouvernement. C'est l'élément qui va constituer notre premier sujet. Premier revers pour le président Diomaye Faye. Lundi, l'Assemblée nationale a rejeté un projet de révision constitutionnelle proposé par le gouvernement. Le Parlement, dominé par le parti de l'ancien président Macky Sall, a rejeté par 83 voix contre 80 le projet de suppression de 2 institutions consultatives à l'issue de débats houleux diffusés sur les réseaux sociaux. Le nouveau président élu en mars et son premier ministre Ousmane Sonko se retrouvent sans majorité à l'Assemblée nationale pour mettre en œuvre leur politique de rupture. La révision aurait supprimé le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental. Et selon le gouvernement, il aurait permis de faire une économie combinée de 15 milliards de francs CFA à un peu plus de 25 millions de dollars. Face à ce blocage, une dissolution du Parlement semble se dessiner à l'horizon. Le président sénégalais a déjà saisi le Conseil constitutionnel sur cette question et selon cette juridiction, l'Assemblée pourrait être dissoute le 12 septembre, soit 2 ans après l'installation des députés de la 14e législature. Alors, 83 voix contre, 80 voix pour. Finalement, le projet de révision de constitution au Sénégal a été rejeté. Alors, Marna Mankene, peut-on dire que le président sénégalais actuellement a-t-il des chances de faire passer un texte à l'Assemblée nationale? Non, il se trouve devant une évidence que l'Assemblée nationale sénégalaise est constituée de la majorité des députés de l'ancien président Macky Sall. Alors, le président Diomaye Faye, lors de la campagne présidentielle, il avait promis de réduire le train de vie de l'État en supprimant certains organes constitutionnels. C'est ce qui fut fait. Il avait soumis le projet de révision de la Constitution qui concernait 2 organes constitutionnels, notamment le Haut Conseil des collectivités territoriales et puis l'autre, ça concernait le Haut Conseil économique, le Conseil économique, social et environnemental. Alors, cela pouvait permettre à l'État sénégalais de faire des bénéfices de un peu plus de 15 milliards. Alors, c'est important pour un pays en voie de développement. Aujourd'hui, il était buté de mettre son projet en exécution, cette promesse en exécution, avec le refus de la majorité des députés pour l'ancien Macky Sall. Oui, est-ce que ce revers ouvre la voie vers la dissolution de la Constitution? Il se trouve, parce que ça c'est le premier revers, il se trouve face à un dilemme qu'aujourd'hui, là, il y aura d'autres projets qui seront soumis à l'approbation des députés. Mais il sera aussi dans la même configuration, dans le même contexte que les députés pro Macky Sall vont rejeter. Alors, cela ne va pas permettre au président Diomaye Faye de travailler, de mettre en exécution son projet de société. D'où, moi j'estime que
sa décision de mettre fin, de dissoudre l'Assemblée. Ça fait partie de ses prérogatives, bien sûr, parce que en le faisant, après les élections, l'organisation des élections législatives, il aura la majorité au niveau du Parlement. Donc, les gens, les députés acquis à sa cause, ça lui permettra de mettre en exécution, de mettre en œuvre son projet de société. Albert, Diomaye Faye, aujourd'hui, il est comme buté. La seule sortie, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale actuelle. En tout cas, dans le régime présidentiel du Sénégal, tel que nous le connaissons, c'est une possibilité qui lui est donnée d'assainir tout, de remettre tout à zéro et de repartir donc à un point de démarrage de toute l'activité démocratique au Sénégal d'une manière un peu plus sereine. Mais n'oublions pas que la dissolution est une arme à double tranchant. Nous le voyons dans les pays où cela a eu lieu, dans le pays où cela a eu lieu, c'est-à-dire notamment la France, avec les 2 cas que nous avons connus qui nous reviennent en mémoire. Donc, la dissolution décidée par monsieur Jacques Chirac, et puis celle que nous voyons se perpétuer par ses conséquences sous nos yeux, la dissolution de l'Assemblée nationale par monsieur Emmanuel Macron. Alors, donc, l'espoir, l'espérance, le souhait serait que, une fois les députés renvoyés à leurs chères études, eh bien, que la nouvelle Assemblée soit constituée de personnes d'abord acquises majoritairement à la nouvelle ligne politique qui se dégage et que celle-ci puisse fonctionner avec moins d'embarras, moins d'accrocs à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas acquis, ce n'est pas dit. Donc, monsieur Diomaye Faye joue ici, on dirait, un peu à la roulette russe. On ne sait pas très bien ce qui sortirait d'une dissolution qui n'est pas encore prononcée. On attend jusqu'au 12 septembre. Et donc, nous ne pouvons que regarder avec intérêt et en prendre de la graine, surtout pour nous autres qui avons parfois de l'alternance, une approche un peu bizarre. Voilà. Alphonse, Diomaye Faye voulait dissoudre, enfin, écarter ces 2 institutions. Est-ce que ça lui aurait profité, en fait, ça aurait permis de gagner, un peu en économie, quelques milliards? Oui, vu sous l'angle économique et financier, je pense que Diomaye Faye reste, n'est-ce pas, dans la ligne du PASTEF, qui est son parti, qui a pu l'amener là où il se trouve. Et donc, dans un contexte où il faut absolument faire des économies, si donc il a 15 milliards chaque an, chaque année, je pense qu'au bout de 5 ans, ça devrait faire 750 milliards de francs CFA, ce qui quand même peut constituer une bouffée d'oxygène pour les finances publiques sénégalaises. Donc, maintenant, comme le disait Albert tout à l'heure, c'est vraiment un couteau à double tranchant. Est-ce que, sachant bien qu'il ne dispose pas d'une majorité, l'actuelle majorité qui est celle du Benno Bokk Yakaar, donc on peut dire les anciens fidèles ou alors les fidèles de Macky Sall, qui s'est constitué en opposition au niveau de l'hémicycle, ne lui donne pas une marge de manœuvre. Et la dernière possibilité pour lui, c'est d'aller donc justement de dissoudre l'Assemblée nationale afin de renvoyer les députés faire preuve d'une audience auprès de leurs électeurs. Est-ce que donc cette approche lui sera favorable pour pouvoir expliquer aux Sénégalais qu'il s'agit surtout d'un acte beaucoup plus économique que politique, parce que au finish, c'est pour réduire les charges de l'État. Et donc maintenant, sur le plan politique, vous savez, le Sénégal est un pays merveilleux en matière d'exercice démocratique. On ne peut prévoir de rien du tout. Vous vous souvenez que lorsqu'il s'est agi de Macky Sall, au regard de son bilan économique très important, mais les gens n'ont pas approuvé, tout comme lorsqu'il y a eu le passage de Wade. Donc, il faut craindre aujourd'hui que même si le PASTEF
est quand même en situation, on peut dire, assez réduisante, bénéficie d'une certaine audience auprès des Sénégalais, mais nous ne savons pas, lorsqu'il va falloir envoyer les députés pour certainement solliciter les voix des Sénégalais, ce que ça peut rapporter comme conséquence. Merci beaucoup, merci. Le Sénégal, tout porte à croire que il va vers les nouvelles élections, enfin les élections anticipées, puisque le président a encore jusqu'au 12 pour décider, puisque c'est le délai constitutionnel. L'Assemblée doit avoir 2 ans avant d'être dissous. Nous passons donc à notre deuxième sujet relatif à la ruée des jeunes aux jeux de hasard. Âgé de 37 ans et sans emploi, Aimé Malonda est l'un des parieurs des jeux Paris Foot. Tous les jours, il mise entre 200 et 1000 francs CFA dans l'objectif de trouver un gain question de subvenir aux besoins de sa famille. Une activité qu'il remplit quotidiennement, même quand il perd. Je joue tous les jours parce que j'ai pas de boulot. C'est pour cela que je joue, peut-être je vais gagner de l'argent pour faire nourrir ma famille. Je joue parfois 4 tickets, je mise 800. Donc le ticket c'est à 200, donc je joue 4 tickets, parfois 5 tickets à 1000 francs. La motivation des jeunes envers les jeux de hasard a pour indicateur le déficit d'emploi d'après certains parieurs. Je joue seulement à 200, mais je gagne beaucoup d'argent. Cet argent permet de vivre quoi, parce que le boulot est maintenant difficile. En réalité, quand j'ai rien à faire, je suis obligé de jouer à ça, peut-être je vais gagner, afin que ça puisse me permettre parce qu'il n'y a pas plus d'emploi. Par exemple, là j'ai misé 1000 francs, tu vois. Hier j'avais joué à 2000, je tente toujours ma chance. Pour les autres, c'est comme un boulot. Il n'a rien à faire toute la journée, il a peut-être 500 000 francs. Il préfère jouer. Si les jeunes sans emploi sont de plus en plus gagnés par l'essor du pari foot au Congo, les travailleurs aussi ne sont pas épargnés, selon le témoignage de cette dame, responsable d'une structure qui propose des jeux du hasard. Dans la semaine, on reçoit beaucoup de personnes, plus de 100 parieurs, surtout le week-end. Parce que les championnats ont repris. Tout le monde joue, tout le monde parie, même des responsables, pas que des chômeurs. D'après le rapport du média en ligne Bloomberg, un groupe américain spécialisé dans les investigations, la jeunesse africaine aurait dépensé plus d'1 milliard de francs CFA cette année dans les jeux paris sportifs. Une explosion financière qui ne peut qu'interpeller les gouvernants africains à améliorer la situation socio-économique. 1 milliard de francs CFA parce que qui partent dans les paris foot. Alors, Alphonse, cette ruée, est-ce que, enfin, de la jeunesse, est-ce que c'est pour un gain facile ou c'est pour pallier le manque d'emploi au Congo? Les deux à la fois. Les deux à la fois dans un contexte, on sait, de paupérisation. Si vous faites un tout petit peu une étude à l'observation, vous savez, la faiblesse des statistiques dans notre pays ne nous permet pas vraiment de quantifier le nombre de personnes qui restent accros à ces jeux du hasard. Mais à l'observation, il y a lieu de remarquer qu'il y a beaucoup de jeunes, mais aussi des retraités. Ce sont vraiment, vous voyez, ce sont les deux couches vulnérables, les retraités qui n'ont pas de pension et qui donc, eux, espèrent, pour ne pas se tourner les pouces à la maison, alors qu'ils restent accros à ces jeux du hasard, pour espérer gagner quelque chose, mais beaucoup plus les jeunes. Mais d'un côté, de l'autre côté aussi, vous sentez que l'État encourage, enfin, puisqu'il y a maintenant une certaine concurrence en termes de ces jeux du hasard. Avant, nous avions seulement une société de loterie. Hein, je fais pas sa publicité, la Congolaise de gestion de loterie, mais aujourd'hui, vous avez d'autres sociétés qui sont là dans la concurrence est rude, parce que l'État, évidemment, quand vous regardez la loi des finances, vous voyez qu'il y a des recettes qu'on attend des sociétés de loterie. Et donc, l'État, d'un côté, se contente évidemment de ce qui est fiscalité qu'on sort, mais du point de vue social ou du point de vue impact, c'est que beaucoup de gens s'appauvrissent parce que quelle est la proportion des gens qui gagnent par rapport au nombre de parieurs? Finalement, ce sont ceux qui s'en mettent plein les poches qui font d'énormes bénéfices parce que la proportion est moindre de voir si 5 ou 10 personnes ont gagné par rapport, je ne sais pas, prenons un échantillon de 1000 parieurs, disons, par match ou je ne sais pas. Donc finalement, j'ai l'impression que
l'État aussi trouve que, bon, écoutez, faute d'emploi, parce que l'État se trouve dans l'incapacité d'offrir des emplois à ces jeunes, bon, on laisse un peu faire, on les laisse s'adonner, être accro à ces jeunes. Oui, est-ce que on résout quelque chose? Puisque vous avez dit, finalement, ils s'appauvrissent et ce sont les sociétés qui s'enrichissent. Est-ce que là, on rend service à la population? Bon, on ne rend pas service à la population, mais est-ce que vous pouvez dire à certains parieurs accros que je connais, qui vous disent toujours, merde, j'avais gagné le match, vraiment Marseille-Toulouse, mais ça, à la dernière minute qu'un but a été marqué, oh là là, je devais gagner, regarde, 18 millions. Donc, les gens vivent dans les fantasmes. Je peux dire dans une espèce d'hallucination. Ils se voient déjà riches au terme parce on fait des projections, on leur fait miroiter des gains mirobolants. Mais en fait, les plus grands perdants, sont ces pauvres. Parce que un pauvre qui n'a pas d'emploi et qui a 2000 francs, mais qui, au lieu de s'occuper de la popote de sa petite famille, préfère utiliser cet argent à des fins de paris sportifs, vous voyez que c'est les plus grands perdants, ce sont ces jeunes, c'est l'État de manière générale, même si l'État récupère ça à travers la fiscalité. Albert, nous avons vu dans le reportage bien qu'il y ait des jeunes, mais il y a aussi des travailleurs. Alphonse a parlé des retraités, mais surtout il y a aussi des travailleurs qui sont en fonction, mais qui se lancent dans des jeux. Mais qu'est-ce qui les pousse alors? Puisque eux, ils ont un gain quand même. Oui, le phénomène est complexe. Je veux dire, il s'agit pas je pense, on peut le parier, c'est le mot, que si l'État aujourd'hui créait plus d'emplois, que cela se ressentirait notablement donc dans la baisse d'affluence auprès de ces guichets-là. C'est-à-dire que il faut pas oublier, le problème est économique, mais le problème est aussi sanitaire. Il y a des accros qui sont conduits à l'addiction, c'est-à-dire autant il y a des gens qui ne peuvent pas se réveiller le matin sans prendre 2-3 bières d'alcool, bouteilles d'alcool, autant il y a ceux effectivement qui se projettent dans le jeu comme étant la solution à tous les problèmes qu'ils connaissent. Et donc c'est devenu comme de l'opium. Comme de l'opium. Donc c'est un problème d'addiction qui peut être affronté donc d'une manière d'ailleurs dans les pays occidentaux ou européens on termine toujours les publicités vers les loteries, etc., en disant attention, l'addiction au jeu est un phénomène grave qui peut vous ruiner l'économie de famille, etc. Donc il y a ça. Ça n'est peut-être pas une solution de se dire que l'État se dresse et dise aux jeunes n'allez pas là-bas, c'est dangereux. D'abord, personne ne le croirait, puisque ça devient totalement hypocrite. C'est lui qui gagne le plus. S'il a accepté l'installation de ce genre de société de jeu, c'est aussi parce que il y trouvait son compte. Mais il y a aussi aujourd'hui, à cause de la libéralisation de l'économie, une concurrence accrue. Et qui dit concurrence dit justement sollicitation multiple dans la poche du pauvre, puisque nous avons les machines à sous chinoises, nous avons les loteries, nous avons notre propre Cogelo, la mythique, et donc tout ça progresse et prospère dans la poche du pauvre. Alors une réflexion sérieuse mérite d'être menée. Qu'est-ce que cela nous amènerait si nous supprimions cela? Je crois que personne n'irait jusqu'à prendre une telle décision, mais voilà, la solution ne se trouve pas seulement dans la mesure de prendre la décision d'arrêter, de fermer, ou de mettre en prison, etc. D'ailleurs, vous allez mettre en prison un jeune qui a misé ses économies sur quelle base? Qu'est-ce que vous lui reprochez? C'est son argent, après tout. Madame Makine, est-ce qu'en enrichissant sa population, on aurait ou on constaterait c'est-à-dire un frein vers des jeunes pour aller vers ces jeux? Est-ce que en y allant, gagne-t-il beaucoup d'argent? Moi,
je vois un peu la situation concernant la prolifération de tout ce qui est entreprise des jeux au hasard dans deux volets, social et économique. Alors aujourd'hui, il y a eu le gouvernement, non pas le gouvernement, le Parlement, les deux chambres parlementaires ont ratifié la réglementation concernant, c'est un projet de loi qui a été soumis à leur approbation par le ministre des Finances et de l'économie et des Finances. Donc, ils ont réglementé, mais le problème n'est pas seulement de réglementer, le problème est de contrôler, de veiller. Parce que comme venait de dire tantôt le doyen Albert Miazikuta, aujourd'hui, on se trouve face à une situation, ça devient de l'addiction, plus que même l'addiction. Parce que moi, je connais les jeunes, lorsqu'on ferme, mais pour eux, on ne peut pas fermer. Ils doivent rester là jusqu'au petit matin parce que ils se disent que bon, moi j'ai raté. Il a fallu que, comme disait le relevé un peu Alphonse Ndongo. Donc, comme j'ai raté, demain je suis sûr que je vais gagner. C'est-à-dire qu'il a fallu, c'est-à-dire quelques secondes seulement parce que le match a basculé en quelques secondes. J'aurais gagné des millions. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une situation, la situation, j'ai dit le volet social, le chômage des jeunes. Qui est endémique au Congo. Mais face à ça, les jeunes trouvent refuge dans les jeux au hasard. Il y a des jeunes qui, moi je connais dans mon quartier, ils se réveillent le matin, ils n'ont pas le temps d'aller faire tout ce qui est besoins physiologiques. Lui, on cherche un peu à comprendre. Ils n'ont pas d'emploi, mais ils se lancent au jeu. Finalement, l'argent vient d'où? Ils se débrouillent à avoir quelques, c'est-à-dire qu'ils se disent que pour eux, se disent que le refuge pour le dénouement de leur situation sociale précaire, ce sont ces jeux au hasard, de miser. Parce qu'ils se disent que aujourd'hui, si je mise, par exemple, 500 ou 1000 francs, mais peut-être demain matin, la chance va sourire, je vais gagner des millions. C'est l'illusion, comme venait de soulever tantôt Alphonse Ndongo. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? D'où l'État doit miser les toits, parce que aujourd'hui, il y a une évidence. Ceux qui ont misé, ceux qui ont injecté, financé, investi dans dans la société de jeux aux arts de Paris, mais ils ne veulent pas. Contre la proportion de ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Mais il y a un fossé. Aujourd'hui, tout à fait. Qui perdent, oui. Oui. Mais malgré qu'ils perdent, je ne comprends pas. Ça devient plus que de l'opium. Quelqu'un qui a perdu aujourd'hui ses 1000 francs et on ne sait même pas comment il a fait pour avoir ces 1000 francs. Demain matin, il vend encore. Et d'où la solution aujourd'hui, s'il y a des débouchés d'emploi, je crois bien que au Congo, il y aura plus de jeunes qui vont se consacrer dans leur activité professionnelle, voilà. Que de se livrer vraiment. Oui, Albert. Oui, non, c'est-à-dire que, comme je disais, le problème est complexe. Comment ils font, alors qu'ils se font plumer, ils se font dépouiller des maigres ressources qu'ils ont, à retrouver le courage, le sourire pour repartir au guichet le lendemain, miser ce qu'il leur reste Il y a ici, comment dire, ça a été bâti sur une sorte de piège, c'est ce genre de situation. D'abord, la mise est basse. 200 francs, il y en a qui peinent à les avoir, c'est vrai, mais une majorité se dégage pour les trouver et les mettre à disposition en se disant, même si je me prive de cigarettes, de bière, de pain, etc., il est possible que en misant 200 francs, j'ai 18 000 francs, j'ai 180 000 francs, j'ai 200 000. Ça, c'est une première un premier étage, donc un premier système à francs. Et puis, l'autre système, c'est que, justement, à cause du fait que la mise est faible et que il y en a quand même, malgré tout, qui gagnent, eh bien, leur bouche à oreille font qu'ils jouent les attractions pour les gogos qui restent en arrière. Et donc, c'est cela. Ah, mais voyez, moi, tel que vous me voyez là, moi, j'ai déjà gagné 800 000 francs, alors que j'avais misé 200 francs CFA. Donc, voilà. Tout cela essaie de constituer une espèce de, je dis pas mystère, mais de système d'attraction
qui fait plonger ceux qui éventuellement hésiteraient. Oui, je voulais aussi vraiment renchérir en disant, oui, c'est important, ce que venait de relever le doyen Miazikuta. Tous ceux qui sont les spécialistes en marketing disent que c'est cette attitude-là, l'attitude qu'on appelle en marketing l'attitude prosélective, c'est-à-dire que le consommateur, il devient tellement, il est convaincu du produit, qu'il devient lui-même le marketeur. Et c'est ce qui se passe avec les jeunes. L'autre apprend que j'ai misé, par exemple, 200 francs et j'ai gagné 20 000 ou 30 000 francs. Mais ça se propage. Et ça attire les autres. Ça incite les autres aussi à se lancer. Mais ça va de bouche à oreille. Oui, ça va de bouche à oreille, c'est ça. Alphonse, je voulais compléter. Oui, je voudrais quand même dire une chose. Vous savez, l'approche de ces sociétés de paris sportifs est que ça se passe un peu, on le veuille ou non, de manière transparente. C'est-à-dire que vous voyez vous-même un match, vous regardez un match de football, ça peut être chez vous ou bien à leur site. Et donc, ils bénéficient d'une certaine, je peux dire, d'une certaine crédibilité mais les gens ne savent pas que derrière, il y a des grandes sociétés de paris sportifs en Europe qui détournent même les matchs en tenant compte, n'est-ce pas, des enjeux. Donc, ça, les gens ne le savent pas. Et qui plus est, c'est vrai, vraiment, la mise ne vaut rien du tout. 200 francs CFA, chacun peut s'offrir 200 francs, puisque vous pouvez poser la même question, mais comment font les jeunes que nous voyons ingurgiter des hectolitres de bière, n'est-ce pas, dans des Nganda et consorts? Ça veut dire que ces jeunes ont quand même la possibilité, selon les petits métiers qu'ils font, de s'offrir l'argent de la mise. Mais seulement, ils sont convaincus ils pourraient gagner des millions. Qui plus est, il faut aussi le reconnaître, nous les médias, nous leur faisons une publicité. Lorsque quelqu'un a gagné, j'en ai vu un, s'il a gagné ici, c'est 18 millions, alors ils en font toute une publicité via les réseaux sociaux, via les médias classiques, et ça vient davantage susciter un intérêt pour des gens qui restent dans la misère et qui espèrent que eux aussi pourraient gagner 18 millions demain et devenir riches. Donc voilà le vrai problème qui se pose aujourd'hui. Et le problème est général. Vous savez, nous avons une diaspora aussi, nous, en Europe. Eh bien, il y a là-bas des compatriotes qui, chaque jour, vont au PMU, au loto, et qui restent là 30 ans en Europe en attendant de tomber sur le gros lot qui fera qu'ils rentrent à Brazzaville avec des mallettes. Merci beaucoup. C'est un sujet passionnant, mais nous devons mettre un terme à cette première partie. Je vous invite à une pause. Nous nous retrouvons bien après.